Qu'est-ce qu'une conscience humaine? Une conscience humaine est une conscience qui est issue d'une sphère cosmique. Prenons Gaïa, justement. Donc, je rappelle que la Terre est le plan matériel de la conscience planétaire Gaïa et qu'il y a d'autres plans qui sont attachés à cette sphère, comme le plan astral, que maintenant tout le monde connaît, le plan mental, mais il y a aussi la dimension 4, d'autres dimensions subtiles qui font partie de cet ensemble qu'on appelle une sphère cosmique. La conscience Gaïa est donc une unité et de cette conscience émergent des petites bulles individuelles. Et parmi ces bulles qui émergent de cette conscience mère, on pourrait dire, on peut les rassembler dans les différents règnes. Les consciences végétales, des consciences animales, des consciences humaines. Voyons un petit peu ce qui s'est passé dans le temps. On va remonter, mettons, à 300 millions d'années. Au niveau géographique, il y a un seul continent qu'on appelle le Gondwana. C'est l'époque des reptiles. La vie commence à se développer sur la Terre. Mais si nous regardons le plan astral, il y a dans ce plan des consciences humaines qui se développent, qui sont issues de la conscience mère et qui prennent leur autonomie tout en restant dans la sphère Gaïa. Il était prévu que dans l'évolution de ces consciences humaines, elles s'intégreraient sur ce qu'on appelle la dimension 4 de Gaïa. La dimension 4 est une dimension universelle, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit du cosmos où on peut aller, on va retrouver cette même dimension. C'est une dimension de relation, une dimension qui n'est pas matérielle bien sûr, et qui est physique, donc pas constituée de molécules, mais constituée d'énergie avec des formes. Ce qui permet aux différents êtres, lorsqu'ils se rencontrent, d'adopter un physique qui permet une relation. Toutes les dimensions qui existent dans l'univers s'emboîtent les unes dans les autres. Ce n'est pas comme un gâteau où les plans sont les uns au-dessus des autres. C'est un ensemble vibratoire. Si on se décale dans cette pièce, dans notre vibration, si on arrive à le faire, on peut se trouver en dimension 4, on peut se trouver dans l'astral ou sur un plan du mental ou à l'Agartha ou ailleurs. C'est simplement une question de fréquence. Ce n'est pas une question de distance. Les distances, c'est valable pour la dimension 3 uniquement. Au-delà, les distances et le temps ont des composantes totalement différentes. La dimension 4, c'est, on pourrait dire, la dimension idéale de Gaïa. Il y a une faune, il y a une flore, il y a une organisation, et on pourrait dire que la dimension matérielle est une concrétisation de cette dimension idéale de Gaïa qu'on appelle la dimension 4. Si on va sur Vénus en dimension 4, on va retrouver aussi le même type d'organisation puisque c'est un plan universel. Il est difficile, en étant incarné sur cette Terre, dans cette dimension 3, qui est lourde, qui est dense, qui est écrasée actuellement, il est assez difficile de pouvoir migrer en toute conscience en dimension 4. Il y en a qui le font. Moi, j'ai eu l'occasion 2 fois d'aller en dimension 4, mais j'étais pris en charge par les instructeurs qui m'ont aidé à atteindre ces niveaux pour que j'apprenne à les connaître et pour que je puisse en parler et redonner à autrui. Il y a de nombreux avantages pour une conscience humaine, pour ne parler que d'elle, de faire une évolution sur des plans matériels. Il faut dire que dans le cosmos, toutes les planètes ne peuvent pas abriter une vie matérielle. Ça a été possible sur la Terre, donc c'est comme ça que la vie a pu apparaître sur Terre en étant organisée, gérée et aidée par un ensemble d'êtres évolués, bien entendu. Pourquoi on vient s'incarner sur la Terre, sur cette dimension dense?
D'abord pour apprendre à ouvrir son potentiel de conscience. Pourquoi? Parce que par exemple, sur le plan astral, les êtres qui se rassemblent par vibrations associées. Donc il y a une infinité de plans entre ce qu'on appelle le bas astral et le haut astral, une infinité d'intermédiaires où les êtres qui sont dans telle ouverture de conscience vont se regrouper et vivre sur un même plan. C'est facile, puisque les êtres se ressemblent. Lorsqu'on arrive dans l'incarnation, on est confronté à des consciences qui sont totalement différentes des nôtres, qui ont eu des parcours différents, des chemins, des buts d'évolution différents. Et donc, il faut apprendre à vivre, à s'équilibrer et à gérer tout cela dans la différence. On apprend aussi à redonner à autrui ce que l'on sait soi-même. Aider, donc à travers des échanges, des travails de groupe qui sont plus faciles à faire ailleurs. C'est apprendre à gérer un corps matériel qui est tout à fait différent d'un corps purement physique, donc énergétique. Concrétiser ses acquis. Et lorsque on veut appliquer quelque chose qu'on a appris sur un plan subtil, lorsqu'on arrive dans la matière, eh bien, il y a beaucoup d'êtres qui ont des difficultés à appliquer de manière tangible, concrète, ce qu'ils ont cru intégrer auparavant. Le système d'évolution, c'est l'intégration en soi, dans ce qu'on appelle notre conscience cosmique, que j'appelle la grande conscience, l'intégration de tous les facteurs de la vie et de l'évolution au niveau cosmique et universel. Voilà. À chaque instant, toute conscience, même celles qui font des erreurs, enregistre des informations et après gère ces informations pour en déduire une évolution. Ah ben oui, ah ben oui. Je dirais même avant l'apparition. Il faudrait revenir à la notion de conscience, parce que dans l'univers est d'abord conscience avant d'être manifestation. Mais là, ça nous amènerait trop loin vers des sujets qui sont pas à développer aujourd'hui. Mais il y a tout est conscience. Si on prend ce que j'appelle un archétype, ce sont des consciences qui travaillent à très haut niveau, au niveau universel. Ce sont des êtres lumière pure, qui sont pure énergie, mais qui sont une conscience. Une galaxie est une conscience galactique, une étoile est une conscience stellaire, et avec une organisation, une gestion de sa propre évolution, et je dirais des buts aussi cosmiques. Nous sommes conscience avant d'être manifestation physique et matérielle. Puisque la vie ne peut pas s'exprimer sur toutes les planètes, je parle de la vie matérielle, il y a des planètes où les êtres humains vivent sur des plans subtils, du genre type astral, type mental, dimension 4, et ces êtres-là vivent de manière tout à fait organisée, en civilisation. Alors que sur leur sol, prenons Vénus, Mars par exemple, deux planètes telluriques, où actuellement la vie est impossible sur le plan matériel. Maintenant, on commence à bien connaître les conditions de plan matériel de ces planètes, alors que sur les plans subtils, il y a des civilisations organisées, conscientes et évoluées. À un certain moment, puisque les conditions physiques de vie étaient propices et continuaient à se développer, eh bien, il était prévu que ces consciences auraient la possibilité de migrer de la dimension 4 vers la dimension 3 pour apprendre ce qu'est le plan matériel. Mais la différence, c'est qu'en dimension 3, qui est notre dimension matérielle, nous ne pouvons pas concrétiser un corps énergétique autour de la conscience, comme cela se fait ailleurs. Il fallait donc passer par un type de corps qui existait sur la planète. Là, nous sommes à moins 12 millions d'années. Eh bien, les instances supérieures ont regardé quels étaient les animaux qui avaient des corps, du règne animal, des consciences animales, quels étaient les corps qui seraient les plus aptes à pouvoir intégrer un peu plus tard des consciences humaines. On se situe à l'époque de moins 12 millions d'années. Il y a un règne des mammifères qui potentiellement peut accepter des consciences humaines,
Le choix s'est porté sur l'ordre des primates anthropoïdes simiens, en gros la famille des grands singes. Les instances donc supérieures qui organisaient la vie et préparaient l'incarnation des consciences sur le plan de la matière ont accéléré vibratoirement quelques simiens. Et ils ont observé ce qui se passait. Dites-vous que sur chaque planète, les corps qui se développent dans le règne animal sont différents d'ici. Donc les conditions ici ou là ne sont pas les mêmes. Donc l'observation a montré que ce qu'on appelle le proconsul était le plus favorable pour être préparé à recevoir des consciences humaines. Les autres de la famille des grands singes ont été accélérés aussi, mais ils n'ont pas été retenus et ils ont continué leur évolution, c'est-à-dire les chimpanzés, les gorilles ou les orang-outans, qui n'ont pas été retenus, ils ont continué à vivre en tant que conscience groupe et non pas conscience individualisée. Et c'est là où j'ai compris qu'était le fameux chaînon manquant, parce que la science se demande comment, parce qu'elle a compris que nos corps venaient des grands singes, mais il y a quand même un trou, et ce trou, c'est cette accélération vibratoire. À mon avis, c'est le fameux chaînon manquant. Le corps proconsul a été aidé pour se développer, pour qu'un jour, il puisse acquérir, intégrer ces fameuses consciences humaines. On nous a proposé de scinder l'évolution de l'homme depuis ces primates anthropoïdes jusqu'à nos jours, suivant 5 grandes phases qu'on appelle les grandes civilisations. Au niveau des corps, j'ai dit tout à l'heure que le proconsul a été accéléré, a donné l'Australopithèque, qui a été le corps qui a accepté les consciences au niveau de ce qu'on appelle la première grande civilisation. Cette première grande civilisation, on l'appelle la civilisation adamique, tout simplement par référence au premier homme. C'est un symbole, c'est une image. Mais les premiers hommes sont apparus il y a 12 millions d'années. Et cette période qu'on a appelée adamique, parce qu'il faut lui donner un nom tout simplement, s'est arrêtée il y a 1 million d'années à peu près. Donc sa durée a été de 11 millions d'années. L'Australopithèque ressemblait terriblement à un grand singe et qui se déplaçait dans l'origine et l'Afrique. Ailleurs, les conditions n'étaient pas favorables pour que la vie commence à s'exprimer sur un plan d'incarnation de conscience humaine. Donc, pendant des millions d'années, tout doucement, les consciences humaines ont appris à s'intégrer dans des corps. La conscience descendait dans le corps, il restait un moment, repartait. Il fallait que ce soit très progressif. Il fallait que le corps s'habitue à une conscience humaine, à une vibration quand même différente. Et ces consciences humaines n'avaient pas l'habitude de gérer ces corps qui devaient leur paraître extrêmement lourds et difficiles à manipuler. Ils étaient au niveau, je dirais, plus de l'instinct de survie qu'autre chose. Ils ressemblaient vraiment à des singes qui continuaient à évoluer. Et c'est pour cela que ça demandait autant de temps. C'était des êtres qui vivaient dans les savanes ou dans les forêts, vers la fin, sous forme tribale. Il a fallu 11 millions d'années pour en arriver là. C'est la première grande civilisation. Et il faut savoir qu'à chaque grande civilisation, il y a eu des impacts qui sont venus du cosmos pour aider dans l'énergie des différentes sphères. Par exemple, c'est le Soleil lui-même, l'énergie du Soleil, qui ont aidé à cette transformation lente du rapport conscience-corps. Il faut toujours, j'en reviens aussi à cette précision, il faut toujours dissocier la conscience du corps. Si votre conscience un jour veut quitter la Terre, elle aura le droit, elle ira sur Alpha du Centaure, mettons sur une des planètes, elle sera obligée d'adopter les corps qui se sont développés sur Alpha du Centaure. Pourtant, c'est votre conscience qui arrive avec son bagage, son potentiel, ses expériences, pour continuer à vivre d'autres expériences, tout simplement. Au fur et à mesure que le temps a passé, vous allez comprendre que les consciences
se sont attardés sur le plan de la matière, parce qu'au début, il était bien question de faire des allers-retours entre dimension 4 et dimension 3, mais de ne pas y séjourner. Seulement, l'homme, dans son libre arbitre, a désiré rester incarné de plus en plus longtemps. Donc, à force de rester sur ce plan-là, le lien qui l'unissait à ses origines et au cosmos a diminué, jusqu'au moment où l'homme étant tellement intégré dans cette matière, qu'il a alourdi d'ailleurs à travers ses comportements, qu'il y a eu rupture de conscience entre la conscience incarnée et les autres états de conscience. Et c'est cette rupture qui fait que sur la Terre, on ne sait pas d'où on vient et quelles sont les organisations. Vous allez sur des planètes évoluées, chacun est resté en contact, parce que tout le monde n'est pas obligé, même sur les planètes où la vie peut s'exprimer sur un plan dense, tout le monde n'est pas obligé d'en arriver à ce que nous voyons aujourd'hui au niveau du système de civilisation. Il y a bien des planètes où les erreurs, ce genre d'erreurs qui sont commises depuis quelques milliers d'années sur Terre n'ont jamais existé. Il n'y a pas forcément de rupture brutale et immédiate d'une civilisation à l'autre. C'est un mouvement. Qu'est-ce qu'une civilisation? C'est un regroupement d'êtres humains dans un lieu commun avec des caractéristiques communes et vivant des choses semblables. La vie est apparue au niveau de la civilisation adamique en Afrique, et au fur et à mesure que les conditions climatiques étaient favorables, ces tribus ont commencé à se répandre, à migrer en fonction de certain nombre de mouvements. Il y a eu une logique qui correspondait d'ailleurs aussi aux conditions climatiques, notamment les différentes glaciations qu'il y a eu, qui ont arrêté ou qui ont permis à ces civilisations d'évoluer. Vous allez mieux comprendre et quand je vais parler de la deuxième grande civilisation, qui est la civilisation qu'on a appelée hyperboréenne. Elle a démarré il y a moins 3 millions d'années et elle s'est arrêtée environ à moins 600 000 ans. Alors, les dates que je donne, là aussi, ce sont des approximations. Les lieux où ces êtres ont évolué, il y a eu le Groenland, qui a été habitable pendant un temps en fonction de modifications climatiques, mais aussi, en même temps, l'Australie, l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée, la Chine, l'Inde du Sud. Donc, on voit déjà cette répartition. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Eh bien, les consciences ont appris à s'organiser en tribus qui se sont différenciées suivant les lieux, justement, de vie. Les êtres ont appris à domestiquer leur environnement. Ils ont développé les 5 sens physiques que nous connaissons, dont la dextérité, qui a permis de commencer à créer des outils. L'apogée a été au Groenland, c'est pour ça que nous avons décidé, entre nous, c'est-à-dire les 4 qui avons travaillé sur ce sujet, il fallait bien donner des noms, on l'a appelée hyperboréenne. Pourquoi? Parce que le summum de cette civilisation était au Groenland. Elle s'est arrêtée parce qu'il y a eu une glaciation qui fait que les êtres n'ont plus resté là et qu'on continue à évoluer ailleurs, géographiquement sur la planète. La technologie n'existait pas. C'était des tribus d'hommes qui encore ressemblaient plus ou moins à des grands singes, mais qui vivaient en tribu et qui savaient s'organiser. En parallèle avec ces types de corps que je vais expliquer, Homo habilis, Homo erectus, il y a eu 3 autres types de corps qui se sont développés, le pithécanthrope, le synanthrope et l'atlanthrope. Et on va y revenir parce que, si je les nomme, c'est parce qu'il y aura un lien avec les autres civilisations. La sphère qui a aidé à l'évolution de la civilisation hyperboréenne, c'est la planète Uranus. Nous avons besoin, et de tout temps et encore maintenant, il y a des énergies qui viennent du cosmos de différentes manières qui vont aider l'homme dans son évolution. Et nous en arrivons à la 3e, qu'on commence à connaître maintenant, c'est ce qu'on appelle la civilisation lémurienne. Alors cette civilisation a commencé à vivre il y a 700 000 ans pour se terminer il y a 200 000 ans. Alors vous remarquez qu'il y a quand même des périodes de chevauchement. Comme je disais tout à l'heure, une civilisation ne s'arrête pas brutalement, d'autant plus que ce sont des lieux géographiques différents, donc les êtres ont appris à se déplacer
et à se rencontrer aussi. Cette civilisation lémurienne, elle s'est développée dans le sud de l'océan Pacifique. À l'époque, il y avait beaucoup de terres émergées qui permettaient à des êtres de vivre, de se développer. Actuellement, il reste quelques îles par le mouvement des plaques tectoniques, mais à l'époque, il y en avait beaucoup plus et c'était presque un sous-continent qui permettait à une population grandissante en nombre de pouvoir évoluer à ces niveaux-là. Le continent, d'ailleurs, a commencé à s'engloutir il y a 400 000 ans, tout doucement, quelques centimètres par an. Actuellement, il faut savoir que aussi notre géographie change au niveau de quelques centimètres par an aussi. C'est ce mouvement, cette transformation. On parlait du Gondwana tout à l'heure, c'était un seul continent qui était émergé sur la planète. Et après, ce continent s'est scindé en différentes parties qui ont formé petit à petit la configuration géographique actuelle. Ces êtres-là, de la Lémurie, eh bien, comment est-ce qu'ils ont évolué? Les consciences ont appris à intégrer une plus grande partie de la conscience dans le corps. Elle restait presque en permanence dans le corps matériel. La société a commencé à s'organiser en villages. Ils ont appris vers la fin à construire des maisons en bois. Ils avaient appris à créer les outils pour tailler les arbres et en même temps le développement d'une forme primitive d'art. Lorsqu'on connaît les énergies de la planète Vénus, on comprend déjà que la planète qui a influencé cette situation, c'est justement Vénus. Parce que sur Vénus, sur le plan subtil de Vénus, l'organisation de vie actuellement ressemble en beaucoup plus évolué à ce que ces êtres de la civilisation lémurienne vivaient à cette époque-là. Donc il y a eu des émigrations pendant ce temps-là. Certains se sont dirigés vers l'Amérique du Nord et ont donné plus tard les Apaches et les Navajos. Certains se sont dirigés vers l'Amérique du Sud et ont donné les Incas. Et certains se sont dirigés vers l'Atlantide qui existait déjà, puisque, on va le voir, il y a eu une période commune. Actuellement, quels sont les restes, on pourrait dire la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. En gros, c'est les îles qui se trouvaient dans le Pacifique Sud. Il n'en reste plus beaucoup par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Actuellement, tout le monde sait que le niveau de la mer monte et que en Polynésie et à d'autres endroits de la planète, il y a des îles où ils songent à partir parce que la vie n'est plus possible. Voilà. Les plages du Sénégal qui s'étendent à perte de vue, partout, la mer avance plusieurs mètres par an. Depuis 30 ans. Ça, c'est la mosquée, elle était en plein milieu du village. Notre village s'étendait jusqu'à là-bas. La mer était beaucoup plus loin, au moins 300 mètres. Les autorités ont ouvert une brèche de 4 mètres il y a 10 ans, le long de la langue de Barbarie. Le trop-plein du fleuve devait se déverser dans la mer. Erreur. La mer s'est engouffrée dans la brèche. De 4 mètres, elle fait aujourd'hui 5 km. À ce rythme, d'ici quelques dizaines d'années, Saint-Louis aura les pieds dans l'eau, si rien n'est fait. Dès l'instant où vous allez migrer sur un autre endroit de la planète, vous allez vous transformer et être influencé par ce qui se vit à l'autre endroit. Alors, on va dire, la civilisation s'arrête puisqu'elle n'est plus, on ne peut plus vivre dans les mêmes conditions là. Une civilisation, c'est, on a dit tout à l'heure, des conditions identiques dans un même lieu, etc. Mais il n'y a pas de problème puisque en Atlantide, au début, il y avait des êtres qui venaient de la Lémurie et qui se sont installés. Nous en arrivons maintenant à la civilisation suivante, qu'on appelle la civilisation Atlante, qui a démarré il y a 400 000 ans et qui s'est terminée il y a 10 000 ans. Donc il y avait ce que j'appelle un sous-continent avec de nombreuses îles et beaucoup de terres émergées qui formaient cette Atlantide qui s'est enfoncée elle aussi dans l'océan mais dans des conditions un peu particulières qu'on verra tout à l'heure. Mais il subsiste actuellement les Bermudes, les Bahamas, Cuba, Haïti, la Jamaïque, les Antilles.
les consciences ont forgé là une véritable civilisation technologique, assez poussée et par certains côtés plus avancée que la nôtre actuellement. L'île de l'Atlantide a atteint un très haut degré de civilisation. Elle compte 10 royaumes avec une grande capitale commune. Mais les Atlantes sont devenus laids et orgueilleux. Et Zeus a décidé de les punir. Ils avaient acquis une grande connaissance des lois de la nature. Ils savaient utiliser des énergies, comme l'énergie solaire, notamment, à travers d'immenses cristaux. L'énergie des volcans aussi. Ils ont bâti des villes en dur. Ils ont appris même à avoir de l'eau dans les parties désertiques en condensant la vapeur d'eau de l'atmosphère, ce qu'on commence à faire actuellement. Mais seulement ces êtres-là, étant donné qu'il y a eu l'apparition sur le plan de la Terre de beaucoup de consciences extérieures à la Terre, notamment Alpha du Centaure, la constellation d'Orion, avec des planètes qui venaient de Bételgeuse, Bellatrix, Aldébaran. Donc ce sont des consciences qui venaient de l'extérieur et qui, je crois, avaient des choses à comprendre quand même, parce que pendant cette civilisation est apparue la notion de violence. Les Atlantes ont élaboré un système pyramidal, c'est-à-dire qu'au-dessus, il y avait ceux qui gouvernaient, la société, les grands prêtres, les techniciens, et puis ensuite les différents systèmes jusqu'aux êtres de base qui n'avaient pas droit au chapitre. Mais seulement, à partir d'un certain moment, les êtres qui vivaient dans les différents endroits de cette grande partie de l'Atlantide ont commencé ils étaient tellement dissociés qu'ils ont commencé à se battre. Et les défauts humains que l'on connaît maintenant dans les comportements ont été accélérés à cette époque-là. Et comme ils avaient acquis une technologie très poussée, ils étaient capables quand même de manipuler l'ADN, comme on fait maintenant. Ils étaient capables de vouloir transformer les corps humains pour en faire des esclaves. Bon, ils ont fait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, quand je vois ce qui se passe dans certaines recherches actuellement, j'ai tendance à me dire que ce sont d'anciens Atlantes qui n'ont pas encore compris et qui sont réincarnés pour évoluer et qui ont tendance à refaire les mêmes erreurs. Il y avait des grandes villes, il y avait de l'agriculture, il y avait de l'industrie, ils circulaient en bateau, mais ils avaient aussi trouvé les moyens de circuler par les airs, et ils avaient des comptoirs dans de nombreux pays de la planète, le Mexique, l'Afrique du Nord, le Portugal, l'Égypte, Crète, la Chine. Ils se sont répandus un peu partout. C'est un scoop que je vais vous donner. Vous êtes en droit de ne pas croire ce que je vais dire. Mais comme un jour a dit M. Dorier, si certains esprits chagrins ne croient pas en l'existence de certaines réalités, ça n'empêche pas que ces réalités existent. C'est de l'humour, mais j'aime bien cette façon de voir les choses. Sans remonter trop loin dans l'histoire du système solaire, à un certain moment, des êtres qui avaient vécu sur le plan matériel de Mars à l'époque où la vie était possible, il y a 65 millions d'années, à travers leur évolution, devaient terminer une certaine évolution sur un plan planétaire. Donc la planète Terre étant favorable, des êtres de Mars sont venus, mais là, avec des vaisseaux, et se sont installés dans certains endroits, plus proches des grands centres de l'Atlantide. Ces êtres-là ne se sont pas mélangés à la population, ils restaient en retrait, en dehors, mais il y avait des contacts entre eux et le haut de la pyramide de cette civilisation. Ces êtres de Mars, au niveau des corps, mesuraient 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. C'est là où on retrouve le mythe des géants. Bon. Mais par contre, ils avaient la possibilité de régénérer leur corps. C'est-à-dire que leur corps qui sur Terre pouvait durer, mettons, 60 ans, ils pouvaient les faire durer 150 ou 200 ans.
Seulement, ces êtres venant de Mars, qui avaient été une civilisation extrêmement technologique aussi, très développée, puisqu'ils avaient des vaisseaux spatiaux, ils se déplaçaient, je parle antérieur à 65 millions d'années, ont voulu aider les Atlantes dans leur société. Donc, ils leur ont donné aussi des technologies, y compris des technologies nucléaires, mais pas gérées de la même manière que maintenant. Et alors, les Atlantes en ont profité pour restabiliser le climat de cet endroit, puisqu'il y a une nouvelle glaciation qui commençait à se faire, et ils voulaient garder des conditions idéales de vie. Ils ont fait un certain nombre d'erreurs. Il y avait l'utilisation d'énergie qui n'était pas rationnelle pour l'équilibre de la planète, et ces erreurs humaines se sont répercutées sur la nature, comme cela se fait même maintenant. Donc le continent a commencé à s'enfoncer dans la mer, tout doucement, quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres par an. Au début, c'était très lent. Et puis, il y a eu un certain effondrement un peu rapide. Mais plus tard, dans une deuxième période, vers la fin de l'Atlantide, il y a eu un deuxième enfoncement beaucoup plus rapide. Et en dernier lieu, la capitale, Poséida, a disparu assez rapidement dans les mers, plus sous la forme d'une catastrophe. Cette ville fabuleuse, pétrie de culture et à la technologie avancée, est sur le point d'être détruite. Les bâtiments, la population, toute une civilisation va être balayée par une catastrophe naturelle à laquelle rien ne pourra résister. C'est l'Atlantide, la terre antique qui, selon la légende, a été engloutie dans les flots par un cataclysme il y a 11 000 ans. D'où l'image de l'Atlantide qui s'effondre, mais le continent Atlante ne s'est pas effondré en une nuit. C'est juste, je dirais, la capitale qui a disparu assez rapidement, comme on pourrait avoir un tsunami actuellement, qui fait disparaître certains villages. Il y a eu une cassure dans la vibration de l'Atlantide. Cette cassure s'est répercutée dans la suite. Les Atlantes sont allés trop loin dans les erreurs et il y a eu effondrement, je dirais, de la société beaucoup plus importante que l'effondrement. D'ailleurs, il n'y a pas eu effondrement des îles, il y a eu enfoncement progressif, sauf quelques cas particuliers en fin de vie de l'Atlantide. Les Atlantes avaient l'habitude de tout centraliser sur la capitale, Poséida. Il y avait la capitale, il y avait la civilisation atlante qui dépendait de cette capitale qui gérait tout, et il y avait les comptoirs sur d'autres endroits de la planète. Lorsque les différents groupes d'îles ont commencé à s'enfoncer tout doucement, il y a quand même des êtres qui avaient un peu du jote et qui se sont dit « bon, il va y avoir des problèmes, nous allons partir ». Les recherches contemporaines doivent leur origine à Ignatius Donnelly, politicien et écrivain du XIXe siècle. Donnelly était intrigué par certaines similarités entre les civilisations anciennes des deux côtés de l'Atlantique. Il pensait que les pyramides d'Amérique centrale ressemblaient étonnamment à celles de l'ancienne Égypte. Pouvait-elles avoir une origine commune? Il avance que les connaissances technologiques de l'Antiquité sont toutes issues d'une civilisation plus ancienne, l'Atlantide. Il affirme qu'après sa destruction, les survivants ont essaimé à travers le globe et transmis leurs connaissances. Ainsi seraient nées les pyramides égyptiennes et les temples mayas du Mexique. Il y a des colonnes d'êtres qui ont quitté la zone géographique de l'Atlantique Nord et qui ont commencé à aller ailleurs. Imaginez-vous que les Basques sont des descendants d'Atlante. Amérique du Nord, qui ont donné plus tard les Iroquois, les Sioux et les Hurons. Et au Mexique avec les Mayas. D'autres colonnes se sont renforcées, notamment en Chine, en Inde et en Égypte. Seulement, ces colonnes-là n'avaient pas pu garder les connaissances de la civilisation. Ils n'avaient pas su garder la technologie. Et tout ce qui était possible de faire dans l'Atlantide, ces colonnes-là se sont retrouvées à régresser.
Imaginez-vous qu'il y a des êtres avec des appareillages qui ont déterminé qu'il y a des pyramides qui sont immergées à quelques dizaines de mètres de la surface de l'eau dans ces endroits-là. Ils ont trouvé des monuments cyclopéens. Mais l'homme dont les théories au sujet de l'Atlantide ont fait le plus de bruit au XXe siècle est sans conteste le mystique et soi-disant visionnaire Edgar Cayce. Il prétendait avoir des visions d'un continent qui s'était effondré dans l'océan à la suite de 3 grandes catastrophes et dont il ne restait plus qu'un groupe d'îles probablement situées dans la mer des Caraïbes. Edgar Cayce prétendait également qu'une vision lui avait appris que le Sphinx avait été érigé en 10 500 avant Jésus-Christ, soit 8000 ans avant la date admise par les archéologues. D'après lui, les survivants de l'Atlantide auraient caché quelque part sous le Sphinx une salle des archives dont les documents contiendraient tout le savoir de la civilisation disparue. Cayce avait aussi prédit que la preuve de l'existence de l'Atlantide serait trouvée dans les Bahamas en 1968 ou 1969. Et en effet, en 1968, des pilotes d'avion passant au-dessus des îles Bimini repèrent une étrange structure. Près de 1500 mètres de rochers alignés, formant une barre connue aujourd'hui sous le nom de chaussée de Bimini. Certains pensent qu'il s'agirait d'une ancienne jetée construite pour protéger un port. Des années plus tard, une structure similaire sera découverte au large de l'île d'Andros, dans les Cyclades. Ils ont trouvé des traces d'ailleurs, pas seulement dans cet endroit-là, mais dans d'autres endroits de la planète. Si on veut chercher avec les moyens, les sonars et la technologie qui est à notre disposition actuellement, c'est bien connu, il y a beaucoup de choses qui ont existé et qui existent encore au fond. Seulement, bon, ça intéresse que quelques idéalistes de savoir ce qu'il y a là. Mais ça n'intéresse pas les grands groupes financiers qui sont capables de financer ces expéditions. La 5e grande civilisation a redémarré, comme tout le monde le sait, au Moyen-Orient, Mésopotamie, avec les Sumériens notamment. Donc la civilisation égyptienne qui avait bénéficié d'énormément d'apports atlantes, ce qui a permis à cette civilisation de se développer rapidement. La construction de la Grande Pyramide qui date de 12 000 ans. On pourrait expliquer dans le détail ce qui s'est passé à cette époque au niveau de la Grande Pyramide, mais elle a été construite pour aider la civilisation atlante qui avait disparu prématurément, pour aider les énergies à basculer vers la 5e grande civilisation qui est la nôtre actuellement, avec le moins de perturbations possible. Il émane de ce monument quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons dire que cela influencera probablement notre société de demain. Ça va jusque-là, parce que ce sont des révélations tellement importantes et avec des preuves absolument indiscutables et mathématiques que cela peut avoir une influence considérable. Robert Bauval, que nous connaissons d'ailleurs personnellement, a créé un tel mouvement, un tel état de pensée parmi les égyptologues qu'il n'y a pas aujourd'hui une parution où il n'est pas mentionné que ces étoiles dites du baudrier d'Orion, c'est-à-dire les étoiles centrales de la constellation d'Orion, déportées, ne se substituent pas aux pyramides. C'est l'étoile Sirius qui était chargée d'aider cette nouvelle civilisation qui est la nôtre, et pour le passage de Mars, puisque c'est la planète Mars qui gérait la civilisation atlante. Et pour passer de l'un à l'autre, il fallait un ensemble qui a été la Grande Pyramide, avec le pyramidion qui n'existe plus maintenant, mais qui était un matériau de synthèse et non pas un pyramidion qui a été placé dernièrement à côté, pour que d'une manière un peu complexe, le passage des énergies de l'une à l'autre se fasse d'une manière harmonieuse, enfin le plus harmonieux possible. Je pourrais dire que de tout temps, les êtres de l'espace ont été présents sur la Terre, technologiquement, physiquement, matériellement. Au niveau de la Lémurie, des êtres venaient de Vénus se densifier pour pouvoir être mélangés à la population et les aider à vivre selon
la façon de vivre vénusienne qui est très agréable, qui est très évoluée. On parle de Mars justement, puisque Mars aidait la civilisation de l'Atlantide. Certains sont venus donc avec armes et bagages, et puis d'autres sont venus aussi avec des vaisseaux provenant des plans subtils de Mars. Et puis après, au niveau de notre civilisation, de tout temps, il y a eu des présences de l'espace ici pour aider les êtres de différentes manières à évoluer, comme cela se passe encore actuellement. Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас рассказывать не буду, потому что это может вызвать... Honorable Paul Hellyer, former Minister of Defense of Canada, and he believes that life forms from space exist and are present on Earth. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you give me 2 or 3 minutes to answer, is during the Cold War, 1961, there were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. So they decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species at least, had been visiting this planet for thousands of years. You know, it is top secret in a way that the governments aren't talking about it. But if you listen to the whistleblowers and the people who have worked in the industry and who know what is going on, there is just a lot of information out there, and it doesn't take very long to get your hands on it. La particularité de cette civilisation actuelle, c'est que c'est la dernière civilisation qui est basée sur la violence, qui ne soit pas spirituelle. À partir de la 6e, qui commence actuellement, à peine maintenant, la 6e grande civilisation sera spirituelle, c'est-à-dire qu'elle sera basée sur les valeurs de l'amour, du partage, de la compréhension, et non plus sur les valeurs actuelles de la force brutale, de la violence, des guerres, etc. Donc nous assistons au déclin de notre civilisation actuelle. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est notre intérieur. Si on travaille sur notre intérieur, notre extérieur s'harmonise aussi. Donc en fait, plutôt que lutter, c'est l'histoire du miroir. Plutôt que taper dans un miroir, on va juste le fissurer. Alors qu'on cherche le bouton qu'on voit dans le miroir, le bouton il est sur le nez. Si on tape le miroir, tu vois, il se casse. Alors que si tu traites le bouton sur le nez, tu traites le vrai problème, il n'y est plus dans le miroir après. Donc le monde extérieur va s'harmoniser en même temps que ton intérieur. Tu t'aperçois vraiment que tu es responsable de tout ce que tu vis, mais de manière inconsciente. Et à un moment, tout le travail consiste à remettre en lumière et à devenir conscient de tous ces procédés. Et donc l'évolution de l'humain se fait de manière accélérée. Et notre évolution, c'est pas de trouver des nouvelles technologies, partir dans l'espace, c'est de se centrer et de devenir de plus en plus conscient. Rentrer dans notre espace, ouais. En fait. Donc c'est inimaginable ce que je vois sur les gens depuis 20 ans, l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, qui le veuillent ou non, sont obligés sont confrontés à leur évolution. Et s'ils ne le font pas à l'intérieur, ils le vivent à l'extérieur. Donc de toute façon, l'évolution, elle a lieu. Qu'on le veuille ou non, pour moi, tout le travail de bien-être et les techniques, ça consiste à résoudre à l'intérieur ce qu'on ne veut pas vivre à l'extérieur. C'est-à-dire d'harmoniser complètement pour vivre le mieux possible une évolution de conscience qui, pour moi, de toute façon, se fait, je dirais, chez tout le monde.
Ouais, donc il y a une très très grosse évolution et qui a eu lieu dans les 20 dernières années qui est énorme. Et pareil sur l'ouverture des gens, ils ont une clarté d'esprit qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Tout va être revu, refondu avec de nouvelles énergies et de nouvelles consciences qui vont arriver, et ce seront des consciences qui seront beaucoup plus évoluées que les consciences qui sont actuellement sur Terre. Actuellement, bon, brièvement, parce que ce serait trop long de développer ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer dans la prochaine, il y a beaucoup de consciences qui ont des karmas à régler de par leur incarnation antérieure, puisqu'ils savent que tout va changer, donc ils profitent des conditions actuelles de vie difficiles pour régler des karmas. Il y a donc les retardataires des anciennes civilisations. Il y a l'arrivée de conscience de la nouvelle future civilisation qui commence à apporter les énergies. Bon, tout ça est en train de se mélanger. Et puis il y a les aides de l'espace qui continuent, ainsi que de l'organisation planétaire humaine, dont on parle peu parce qu'elle est peu connue. Ce sont une organisation qui aide les hommes de la Terre à évoluer sur différents plans où la vie se manifeste, y compris le plan matériel. Bon, donc tout ça, c'est en train de bouger à toute allure, et les choses vont changer dans un certain futur. J'ai remarqué les prémices d'une prise de conscience au-delà de la matière au début du XXe siècle. Il y a certaines personnes qui ont commencé à intervenir, à recevoir des informations et à organiser cela. Ils ont donné des enseignements, entre autres Madame Blavatsky et bien d'autres dont je n'ai pas les noms en tête en cet instant. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les influences de l'espace qui ont commencé à se manifester d'une manière tangible, notamment avec Adamski, qui a été contacté lui aussi physiquement et qui a consacré sa vie à redonner les informations qu'il avait reçues. Et à partir de là, il y en a d'autres qui ont suivi le mouvement. Donc il y a eu des prises de conscience qui ont commencé à se faire, mettons, il y a un peu plus d'une centaine d'années. Et ça va se poursuivre dans les temps futurs. Mais je ne peux pas savoir exactement quand va s'arrêter cette civilisation. Je sais que la nouvelle civilisation commence à émerger, et on sent, lorsque on recherche un petit peu les informations, que les prises de conscience vont vite, et il y a de plus en plus de gens qui vivent des choses qui se ressemblent. Donc nous assistons à la mise en place des premières pierres de cette nouvelle bâtisse de la 6e grande civilisation, qui va se chevaucher avec la fin de la nôtre, mais je ne peux pas donner de date parce que ça dépend aussi du libre arbitre des hommes. D'abord, par les prises de conscience. De plus en plus de personnes vivent des choses, ont des contacts, des relations et les expriment. Et ça permet à d'autres de réfléchir, de faire des choix, de faire des tris. Encore une fois, mon intervention d'aujourd'hui ainsi que les autres, ce n'est pas pour convaincre, ce n'est pas pour forcer. J'exprime le fruit d'une expérience de 45 ans de contact. Mais je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec ce que je dis. Donc, les êtres s'éveillent, et c'est les énergies qui sont émises par ces consciences en éveil qui vont se développer et permettre à d'autres personnes de se remettre en question. Actuellement, il y a, d'après les sondages, il y a à peu près 50% de la population qui croit en l'existence de formes de vie dans le cosmos. Au Moyen-Âge, il y en avait pratiquement zéro. C'est en train de se développer tout ça. Il y a 20 ans, quand on travaillait avec Pascal, l'énergie était beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense à bouger. On était obligé de passer la journée pour bouger un tout petit truc. Alors avec le temps, on est devenu meilleur, mais en même temps, l'énergie est devenue tellement fluide qu'aujourd'hui, c'est une évolution exponentielle en fait. Mais pour moi, c'est une transformation extérieure.
Mais bon, comme je t'ai expliqué, intérieur-extérieur, hein, c'est la même chose. Donc plus ça se fluidifie chez les gens à l'intérieur, plus ça se fluidifie à l'extérieur. Et là, on est sur des niveaux où on peut faire bouger des choses en un instant. Il y a 50 ans, tu t'accrochais quoi pour faire bouger ça. Et il y a 1000 ans, quand tu vois les techniques des chamans d'il y a 1000 ans, elles sont, c'est le silex comparé à un iPhone quoi. Parce que c'était une énergie beaucoup plus dure, beaucoup plus dense, beaucoup plus éloignée. Donc il fallait qu'ils y aillent pour faire bouger un truc. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut y arriver facilement parce qu'on est dans une période de temps accéléré où tout va très vite. Prise de conscience et aussi application de la conscience, parce que lorsqu'on a compris un système de comportement, il faut bien l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans la société, dans la famille, dans l'éducation, dans toutes les formes de notre vie actuellement. Il faut être conforme aux idéaux que l'on découvre. Il ne s'agit pas de juger, de condamner, d'être violent, de ne pas accepter, y compris le principe de l'incarnation, parce qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre et qui sont en difficulté d'incarnation. Ils n'acceptent pas leur incarnation et les conditions de leur incarnation, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux causes. La vie est équilibrée et il n'y a pas un être ou des êtres méchants qui vont punir parce qu'il n'a pas fait. Non, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus justes que cela. Si on vit telle difficulté, eh bien, il faut savoir à quoi ça correspond, pourquoi. Il y a les outils, il y a les moyens actuellement de comprendre tout ça. Donc, comment se comporter? Au plus haut de notre conscience et avec des comportements exemplaires. Il y a ce qu'on exprime par la parole et avec tous les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition, mais il y a aussi la vibration que l'être émet, du verbe émettre, pour que les autres soient touchés par cette vibration d'amour universel. Et puis, il y a aussi le comportement. Quelqu'un qui dit il faut faire ça et ça, ça, et qui lui-même fait le contraire, bon, n'est pas crédible. Il faut quand même être soi-même bien aligné dans tous ces états de conscience pour que les autres se disent mais tiens, lui, il se comporte comme ça, peut-être que ce serait bien que j'essaye. Lorsque l'homme est apparu sur la Terre, ces forces dites contraires n'existaient pas, en aucun lieu, sur aucun plan. Ces forces dites contraires ont été créées par les pensées, les comportements, les actions des hommes pendant ces 12 millions d'années et qui ont généré des énergies qui n'étaient plus alignées par rapport aux forces de la lumière universelle. Qu'est-ce que ces énergies? C'est de l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? C'est un endroit qui n'est plus éclairé par la lumière. Et c'est à tel point que ces forces dites négatives sont devenues vivantes, intelligentes. Ce sont des forces planétaires, on appelle ça des égrégores, qui agissent pour préserver leur vie. Elles ont été créées par des erreurs humaines et elles sont vivantes. Alors, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? À survivre. Donc, pour survivre, il faut qu'elles continuent à créer de l'ombre. Et c'est la lutte de l'ombre et de la lumière qui se fait actuellement d'une manière beaucoup plus cruciale qu'auparavant, étant entendu qu'au fur et à mesure que les forces de la lumière vont pouvoir se développer, les forces de l'ombre vont régresser. Tout être qui vit, que ce soit sur le plan de la matière ou sur le plan de l'astral, est aidé de toutes les manières possibles dans son évolution. Il y a ceux qui ont fermé les écoutilles, qui ne veulent rien entendre, ça c'est leur libre arbitre. Il y a ceux qui veulent et qui ne sont pas conscients de ce qu'ils apprennent, parce que ça se fait souvent pendant le sommeil, parce qu'ils ne peuvent pas être conscients autrement.
et à ceux qui vivent leur expansion rapide de conscience, tout à fait consciemment, en vivant des choses importantes. Je suis en relation avec plein de gens qui vivent des contacts, des prises de conscience, des vécus puissants. Donc l'aide se fait à tous les niveaux. Et dès qu'une conscience s'ouvre aux conceptions cosmiques de la vie, elle est prise en charge par la Confédération qui met en place un système d'aide, je dirais, plus dirigé, plus spécifique par rapport à la conscience.